chaque ville. Donc il n'y a pas de solution, standardisée pour toutes les villes. Donc chaque ville est spécifique. Et M. Wali a bien souligné tout à l'heure le fait, par exemple, je ne trouve pas le mot, de désigner, par exemple, une équipe pour, par exemple, de la ville de Guelma pour un peu essayer de trouver des solutions par rapport à ce qui se passe ici et de mener, j'espère, la ville de Guelma vers la durabilité. Donc, il ne faut pas généraliser les solutions et ne pas généraliser aussi les problèmes, parce que chaque ville a son lot de problèmes et chaque ville aussi a, je suppose, ses solutions appropriées. Donc, Madame Safieddine l'intervention était très pertinente et elle a bien souligné des mots-clés que les doctorants, j'espère, ont bien pris en considération. Pour professeur Dib, je ne sais pas, moi je reste un peu sceptique par rapport à un peu la théorie du développement durable, parce qu'on est très théorique, c'est vrai qu'on a des éloges, on essaye un peu de donner des solutions, mais qui restent un peu, je dirais, utopiques, parce que est-ce qu'on peut réaliser ça un jour? Est-ce qu'on peut impliquer toute la population? Parce que c'est vrai que la population elle est primordiale dans le développement de la ville. Donc comment le problème qui se pose, c'est comment justement procéder et par qui commencer. Donc ces deux paramètres sont très très importants. On tourne toujours, par exemple, autour des solutions qui restent, je dirais, irréalisables. Donc il faut peut-être passer à la solution un peu à la vitesse supérieure et dire pourquoi, comment et comment il faut agir, donner de vraies solutions et ne pas un peu répéter la même chose et dire que le développement durable va trouver plutôt la ville durable va trouver sa solution dans ces concepts-là. Et je remercie tout le monde. Merci. Merci Madame pour ce que vous avez encore éclairé par rapport aux communications. Et on donne la parole à un autre qui veut intervenir, soit par l'interrogation ou par une autre question. Oui. Si vous permettez, Madame Dr Benhassin Nassera, département d'architecture, Université de Constantine III, toujours dans la suite la continuité de ce qui a été présenté. Alors je m'adresse à Madame Houak. Elle a noté que le développement durable par rapport aux pays en voie de développement, il aurait été pire dans les pays en voie de développement par rapport à la pollution et la... Vous voyez un petit peu, Madame... Vous avez présenté une diapo où vous notez que dans les pays développés, il s'agit de pollution cernée et calculée. Et dans les pays en voie de développement, ça aurait été pire. C'est pour aller dans le sens de ma professeure Debèche Semira et dire que ce développement durable qui reste une utopie si et seulement si, et il est au conditionnel si on ne va pas vers la ligne de bonne conduite. Pardon, juste une précision, ce que j'ai dit tout à l'heure, je voulais juste expliquer à tout le monde, enfin, vous verrez, c'est selon les statistiques, les plus grands pollueurs sont les pays développés. Mais justement, les pays sous-développés subissent, et d'ailleurs maintenant, il y a beaucoup d'usines qui sont transposées tout simplement dans les pays sous-développés. Et d'ailleurs, vous travaillez vous-même sur l'environnement et la végétation, et vous le savez. Et c'est ça qui fait que justement, ces pays sous-développés subissent en réalité, et c'est eux en ce moment qui subissent toute cette pollution. Tout le monde le sait. Par exemple, s'il y a une usine à l'étranger, vous avez vu, il suffit de regarder les impôts. D'ailleurs, sincèrement, j'ai préféré donner des notions que vous pouvez, il suffit de naviguer sur Internet, aller dans les rapports justement de tous ces organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Et vous verrez ce qui se passe. Après, dans les pays développés, au moins, ils ont des filtres.
ils ont des citoyens qui peuvent aller bloquer des usines, etc. Dans les pays sous-développés, ça affecte, il n'y a rien qui se passe, et puis ça affecte réellement, c'est le côté sanitaire qui en prend un véritable coup écologique et sanitaire. Je vous remercie. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une différence entre le nouveau SAP et capillaire par rapport au degré de température. Est-ce que c'est par rapport à la verdure qu'il y a la capillaire? Pardon, justement, cette question, je n'ai pas voulu la détailler tout à l'heure, j'ai dit pour les gens. Non, par rapport à l'espace vert, ça c'est la verdure, ça c'était clair, quelle que soit la température, elle chutait jusqu'à 10 degrés Celsius de moins. Vous savez que c'est énorme. Imaginez ça en été. Et ça c'est quelqu'un qui a pris réellement, qui a fait une recherche très exhaustive et il a placé 10 stations météo et pour vous dire que le travail a été mené de manière très pointue. Non, par rapport à Bnei Zganizafilel, c'est par rapport à la largeur des rues. Justement, dans nos idées préconçues, on a toujours tendance à penser que l'ancien savlamen, c'est-à-dire le tissu traditionnel, il offrait plus de confort, et il créait moins il affectait moins le climat, il créait plus de fraîcheur. Non, quand il s'agit d'îlots de chaleur, c'était plus Tafilet qui offrait de meilleures conditions et un îlot de chaleur moins important. D'ailleurs, je vous ai dit, la différence était de 3 degrés Celsius. Croyez-moi, nous on a fait l'expérience cet été, 3 degrés Celsius quand il s'agit de 42 et 39 degrés, on préfère être aux 39 degrés, pas aux 42. Et ça c'est dû justement à la géométrie des rues, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la professeure. Parole au docteur. Pardon, juste pour les gens qui travaillent sur l'environnemental, quand je dis géométrie des rues, je veux dire par là tout ce que ça implique par rapport au piégeage de chaleur. Voilà, merci Madame la professeure. Parole au docteur Himach Siddiq, qui est président du conseil d'administration de l'Irban El-Naba. Il est aussi enseignant maître de conférence à l'université de Blida, urbaniste. Il a aussi géré les ducs pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, on va l'écouter pour bénéficier de son expérience et de ses propos. Merci, monsieur le docteur. À vous la parole. Merci. Je vous remercie. Ça y est. Bon, vous me présentez d'une manière trop, il me semble. Je me présente tout simplement, Hamma Siddiq, enseignant de l'université de Blida. D'abord, je trouve que je n'ai pas de remarques très particulières. Je vais simplement dire un avis. D'abord, je trouve que les communications sont très pointues. Qu'on est, qu'en fait, par rapport aux préoccupations qui se posent un peu partout dans les villes. Je voudrais tout simplement souligner, j'ai eu par exemple, par rapport à l'îlot de chaleur, à vivre pendant 2 ans à Ouelka. Et le meilleur endroit pour avoir un peu plus de fraîcheur, c'est de se protéger où? Falksa. Orsa, où il fait effectivement moins, c'est plus supportable par rapport à la ville disons, la ville moderne. Maintenant, au niveau je rejoins par rapport à la communication qui a été faite, par rapport au climat. La problématique que je développe avec les étudiants au niveau de Blida, ce sont des Master 2, se résume en une seule phrase. Nous développons donc un travail sur Verglas. Et on se dit, construire avec le climat ou le climatiseur, tout simplement. Tout est résumé dans cette petite phrase par rapport au climat, qui est notre préoccupation fondamentale, parce que là, le climat est plus évident par rapport à des villes du Nord, où plus ou moins on ne le sent pas aussi bien. Maintenant, par rapport à la durabilité, le terme durable, nous le traînons depuis, il me semble, une trentaine d'années, en commençant à parler de développement durable, etc. Et on se pose, parce que je vois la Casbah, les ressorts, etc., la durabilité en Algérie, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Nous avons des villes qui ont traversé des millénaires et on a su créer. Si on prend notamment le sud, puisqu'on est au sud, l'eau, la palmeraie,
et l'Oxfam, c'est une trilogie qui a fait vivre cet espace-là, ce territoire, durant des années. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est pas familier. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce qui vient de dire par mes collègues. Je vous remercie. Voilà. Merci, Dr. Mesh, oui, merci, Dr. Mesh, de cette intervention aussi intéressante qui a essayé de mettre en exergue la valeur climatique des anciens ressorts en Algérie, et il a essayé de me présenter une expérience qu'il a vécue lui-même au sein de là. Je reviens à la charge et je dis même que le problème de la ville, il est lié à deux forces que nous constatons en tant que chercheurs. Une force endogène, c'est-à-dire que c'est la démographie elle-même et le besoin en matière d'espace, c'est-à-dire que la société qui veut être à l'abri, qui construit donc, vu sa démographie. Donc une démographie qui passe à une démographie, disons, équilibrée, à une démographie galopante qui crée une urbanisation effrénée et qui crée ce déséquilibre qui va créer une ville congestionnée, une ville déséquilibrée. Une autre action ou une autre force qui agit sur la ville, c'est cette force exogène, volontariste, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir central qui veut faire de la ville une image avec son empreinte, avec ses orientations, ses stratégies. Et avec cette vision totalitaire, on trouve des projections des entités urbaines non appropriées à leur contexte. Tout à l'heure, Madame Debèche a bien souligné la contextualité de la solution. Les problèmes des forces exogènes qui agissent sur la ville, qui impulsent la ville du haut vers le bas, créent des entités non appropriées à leur contexte, que ce soit social, que ce soit environnemental ou que ce soit économique. Et le déséquilibre commence parce qu'il y a une inadaptation à ce qu'on produit par rapport à ces piliers de durabilité qui sont le social, l'économie et l'environnement. Et je dis bien que chez nous en Algérie, on a une autre occasion perdue en matière de produire des villes contextuelles. Ce grand programme des villes nouvelles. Villes nouvelles, ce ne sont que des entités urbaines nées des années 90 ou 2000. Et là où il y a un débat très engagé sur la production des villes contextuelles qui veulent devenir après des villes, des smart cities. Alors qu'on est en train de produire un urbanisme des années 30 de l'Europe. On ne sait pas comment produire des espaces extérieurs pour qu'ils soient vraiment des espaces de convivialité. On a produit de mauvaises laines, c'est-à-dire des espaces qui n'ont rien, qui n'ont pas de propriétaire, ils sont désertiques, au lieu qu'ils soient des espaces de convivialité, parce que nous savons bien qu'on habite l'espace à deux niveaux. On habite l'espace à l'intérieur et on habite l'espace à l'extérieur. Ne me dites pas quand vous rentrez dans une terrasse de café et vous restez 2 heures ou 3 heures, ce n'est pas un acte d'habiter, c'est un acte d'habiter. Et vous n'êtes pas à l'aise, donc là, il y a un dysfonctionnement des niveaux de régulation de la ville. Les espaces extérieurs deviennent des no man's land. Et on a aussi la manière de stationner. Une observation facile. C'est-à-dire que maintenant, le grand problème de l'usager algérien, c'est comment trouver une solution de stationnement. Et c'est un problème aigu. Toutes les villes en souffrent maintenant. Peut-on pas penser une autre manière de produire un peu cet espace de véhicule qui devient un outil essentiel? On ne peut pas vivre sans son véhicule, que ce soit au niveau commun ou au niveau individuel. Peut-on pas repenser le mot parking? Ce n'est pas une place laissée aux abords de la route de part d'autre ou de la rue de part d'autre. Peut-on pas la repenser d'une autre manière? C'est ça. Si on fait ce déclic-là, on peut parler de solutions contextualisées. Voilà quelques bribes de solutions que je lance comme ça, afin d'éveiller un peu les esprits pour les chercheurs. Et je donne la parole à M. Professeur Benrabal, avant M. Lazri. Il y a professeur Benrabal de l'Université de Moulbagui qui a demandé la parole, et puis vous, M. Lazri. Voilà, à vous la parole, professeur Benrabal. Donnez-lui le. Voilà, et à vous la parole, professeur, et puis M. Lazri.
شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر بداية كل المتدخلين وكل الأساتذة المحاضرين على محاضراتهم ومداخلاتهم القيمة. لدي مداخلة تخص الأستاذ ديب القاسم حول الاستدامة الاجتماعية. هل يكفي فقط أستاذي الفاضل أن يوجد تنسيق بين مختلف المتعاملين أو الفاعلين في المدينة لتحقيق الاستدامة الاجتماعية ما لم نراعي الإطار التشريعي، الإطار القانوني الذي تسير عليه المدينة وإطارها المؤسساتي؟ كذلك من ناحية موضوع التنمية والتنمية المحلية، لأن التنمية بشكل عام تعني التطور والرقي من مستوى إلى مستوى أحسن، وبعلاقته مع المحلية، يعني التنمية المحلية أي يعني الاستغلال العقلاني للموارد المحلية الموجودة في المدينة، والتي على ما أعتقد لابد من استغلالها العقلاني والرشيد في ارتباط مع البعد المجالي أو البيئة الموجودة فيها المدينة. سؤالي كيف يبدو ويتضح دور الجانب الاجتماعي في هذا الإطار، خاصة من ناحية الموارد الطبيعية التي يعني سميتوها أنتم يعني بالموارد المادية. كذلك في إطار ما تفضل به الأستاذ جمال علقمة حول أن كل مدننا الجزائرية دائما نتحدث بأنها تعاني من العديد من المشاكل. يعني حسب رأيكم الشخصي ما هو موقع الاستدامة الاجتماعية في مدننا الجزائرية، خاصة مع التوجهات الحالية للدولة الجزائرية في تبنيها للعديد من التوجهات خاصة في أدوات التهيئة والتعمير وظهور مفهوم التناسق الحضري؟ شكرا. Avant de répondre, on donne la parole à M. Lazri, qui met son grain de sel là-dedans, avant de terminer, parce que c'est la dernière question. Et la réponse, on va terminer parce que le temps nous presse dans l'intervalle du temps d'organisation. À vous la parole, Dr. Lazri. Merci. Moi, je vais intervenir sur un axe qui, je vois à mon avis, c'est la notion de développement durable en elle-même. Moi, je voulais vous renvoyer à Speer, l'architecte Speer, l'architecte urbaniste allemand, où il définit bien réellement la notion de développement durable. C'est une notion, il dit dans sa location que la notion de développement durable, pour l'avenir soit de la société ou bien même dans notre vie, ou bien c'est une notion mythique, c'est un idéal où les experts ont vu que quelque part il fallait booster la recherche, soit dans le projet urbain durable, il fallait mettre une barre je dirais à accélérer. C'est le développement durable. Et c'est de là, c'est pour ça que je vais répondre à madame, tout à l'heure, Samira, lorsqu'elle a défini, elle a dit que quelque part la notion de durabilité, c'est une notion philosophique. Certes, elle est philosophique, mais il faudrait que chaque société, soit occidentale ou bien les sociétés des pays du Sud, il faudrait qu'ils arrivent à adapter leur niveau, je dirais, de quoi, de penser, d'agir sur la ville, leur niveau de penser et d'agir dans la ville. Pourquoi? Parce que si jamais, moi je reviens sur la communication de M. Dib, lorsqu'il a dit que quelque part il y a un problème de sensibilisation, d'éducation, de formation de toute la société. Parce que si jamais on a un acteur qui ne contribue pas, c'est toute la pyramide qui va être faussée, quelque part, pour la construction. C'est pour ça qu'on dit que quelque part, le développement durable, c'est une approche qui est contextuelle par rapport à une société donnée. Je suis, ça c'est un avis personnel, sur la conception des smart cities. La smart city, c'est pour un pays développé. C'est les antiques. Certes, on accepte, parce qu'eux, ils ont la culture, ils ont les usines,
ils ont le processus, la technologie. Mais nous, on n'a pas ça. Quelque part, il y aura un décalage. Donc faites attention, nos chers doctorants. Faites attention il faudrait remonter le niveau d'appréhension du concept de développement durable, la sensibilisation, l'éducation, la formation, et avoir les moyens matériels et immatériels d'accéder à ces notions, parce que c'est des notions qui nous viennent de l'étranger. Il faut faire attention. Et là, je dirais, les indiques, pour le moment, pour les pays en voie de développement du Sud, on n'est pas en mesure d'accéder à ces innovations. Pourquoi? Pour la simple raison, pardon monsieur Jamel, pourquoi? Parce que la notion de développement durable, elle est provocatrice aussi de discours et de débat. Elle est provocatrice. C'est pas linéaire, c'est pas constant. Il y a des oscillations en continu. C'est pour ça que quelque part, il faut faire attention à ces notions. Pourquoi? Parce que c'est une production qui nous vient de l'étranger à consommer. Mais attention, à notre niveau à nous. Pourquoi on ne travaille pas avec les niveaux de néotechnologie? Et madame a exposé son travail sur la boîte, on a Vardeya, le cas de Vardeya, lorsque M. Jamel a cité l'exemple de Vardeya, on a des exemples vivants qui sont millénaires et qui ont déjà des références. C'est pour ça que nous, je dirais, toujours à nos doctorants de revisiter avant. Certes, on peut avoir l'information de l'étranger, mais il faut la sasser. La sasser veut dire quoi? La raffiner, la cristalliser, la prendre et la repenser autrement. Parce que ce qu'il nous faut, il ne s'agit pas de manger un caviar. Je ne sais pas comment le manger ce caviar. Un jour on sera. Merci, monsieur. C'est ça un débat qui est très important. Monsieur Lazri, docteur Lazri, a développé un débat très intéressant qui nous tient à cœur tous. Je le remercie sur ça. C'est-à-dire qu'en principe, rapidement, professeur Cheikh Salih va dire un mot. On lui donne le micro. Parce que le temps nous presse, professeur. À vous la parole, professeur. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais bien la question est posée pour les deux interlocuteurs, le professeur Dib et le professeur Aouba. Autrefois, on parlait de la ville utopique, la ville idéale, dictée par la révolution industrielle. Aujourd'hui, on parle de la ville numérique, dictée par la révolution numérique. La ville connectée, qu'en est-il de la ville? Ce n'est pas la ville de demain, la ville de l'après-demain. Quelle serait la définition exacte de la durabilité par rapport au temps et par rapport à l'espace? Voilà la question est précise, je crois, puisque la révolution industrielle, dès qu'on est passé à une autre ère, on a constaté les carences et les faiblesses de cette révolution. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Qu'en est-il après l'ère du numérique? Quelle serait la ville? Quel serait le devenir de la ville? Pas de demain, de l'après-demain. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci, professeur. Parole à monsieur... Moi, je voudrais... monsieur... Moi, je voudrais dire... Parole à madame Dr Hariri. Je voudrais dire que la ville idéale, elle vient de la Grèce de Platon et d'Aristote. Voilà, monsieur. Merci, madame, de cette précise information. Monsieur, comment il s'appelle, monsieur de Biskra? Alouane Faisal, enseignant à Biskra. À vous la parole. Rapidement, il faut synthétiser, monsieur. Merci. Ma question, maman, s'adresse à vous. Vous avez parlé des forces exogènes représentées par les pouvoirs publics, dont le Wali et d'autres directions concentrées de l'État. Du moment où vous êtes désigné ambassadeur
à des interventions urbaines au niveau de la wilaya de Guelma, et notamment la ville de Guelma, pour des opérations d'amélioration urbaine. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette opération? Merci de cette question personnelle. Je vais vous répondre personnellement. Je donne la parole maintenant aux deux professeurs, Dib Belkacem, et qui va répondre aux questions posées par monsieur le professeur Fouad Belghazban et le docteur Lazarus. À vous la parole, professeur. شكرا على هذه الاستراحات يعني. طبعا هو مو السؤال اللي طرحه الاستاذ كيف يتضح دور الجانب الاجتماعي فيها. اكيد احنا عندنا المجتمع الجماعي، هذا هو الصح، والمجتمع الرسمي اللي تحكي عليه يمشي بالقوانين. اذا كان هذا ما كانش علاقه بينهم ما كانش استدامه. بسيطه جدا. انت اذا كان راك تسير في الفضاء تاع المدينه ولا تعرف ما يريده المجتمع منك، ستنتظر من يحاسبك بلا المجتمع لن تصل الى شيء. ايوا هذه حالة الجزائر تدل على هذا. اذا ما فيش حاجه في المدينه ما فيهاش جانب اجتماعي، حبيت ولا كره. قيمك تنطق عنك. طبعا راح تخدم القوانين، تطبق القوانين، هذه عباره عن امور تنظيميه لما يريده المجتمع الاصلي. هذا هو اللي نعرفه انا والله. هذا رأيي. من الباب مفتوح للنقاش كثير. بالنسبة للأستاذ شاوش يعني سؤال يعني في العمق. أنا واش نقول لكم؟ ما تستقرش المدينة حتى تقوم القيامة. بسيطة جدا. لأنه نهار تستقر ونهار نوصلوا احنا الباحثين إلى نتائج دقيقة. يقال علم الشوية يقال به ما كانش. احنا نشكل انت اليوم تلقى حل سيسبق مشكلا للمستقبل. لماذا؟ لانه المجتمع لا يثبت. هذه القاعده تاع المجتمع لا يثبت على حال. وكيفاش يتبدل وكذا كان امور كثيره جدا. لكن هذا يعطينا النفس باش نبحث. دائما نقعدوا نبحثوا حتى نموتوا. Donc, avant de donner la parole pour clôturer, avant de donner la parole à Madame la professeure Jamila, je dis bien la question du professeur Chaouch reste une question qui ouvre un débat de conceptualisation et de production de la connaissance en matière de faire la ville. La révolution industrielle a produit ses recettes quaternaires pour produire la ville contemporaine. Que nous vivons aujourd'hui, c'est limite. Et cette ville qu'il a qualifiée le professeur de numérique, ou moi je le qualifie bien de smart ou connecté, on n'a pas encore ces préceptes pour la produire. On est en train de parler parce qu'on est à la croisée des chemins. Quelques briques d'expérience sont là, Madère et autres, mais voir les fondements et les principes de cette ville, on n'est pas encore, ça va être produit par des idées des chercheurs. Et c'est là, il y a une piste de recherche à creuser très pertinente et prometteuse en matière de production de la ville numérique de demain. Parole à Madame la professeure pour répondre aux interrogations. Non, juste très rapidement, de toute façon pour M. Chef, vous savez, quand on aura le confort, le bien-être à moindre coût, ça veut dire qu'on aura atteint l'idéal, quel que soit. On verra, ce sera une question pour les futurs, pour le doctorat de l'année prochaine. Et puis il faut donner la réponse clé. Juste, enfin plutôt la réponse, un modèle de réponse. Moi je vous rends la balle, on verra ça l'année prochaine. Juste pour tout le monde, moi ce que je voulais dire, surtout pour les doctorants, quand j'ai cité, bon, Ravdaya, l'oasis c'est là. L'oasis c'est tout simplement un symbole de l'espace vert. Je voulais juste dire justement ça, une anecdote qui s'est passée à France-Cantine. Une fois il y avait un responsable américain qui était venu, il a visité la ville nouvelle, enfin à Guimenjli, et là, sa question c'était où est le Central Park. Ailleurs, c'est-à-dire dans les pays développés, c'est le Central Park. Donc on essaie toujours de recréer justement cette entité verte,
verte et bleue, c'est pour équilibrer avec le minéral et adoucir un peu, même, quel que soit, même en cas de canicule, il y aura un échappatoire, je veux dire un échappatoire pour les gens, un arbre de paix comme on dit. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de projets, il y a des projets qu'on appelle les oasis urbains. Oasis urbains, pardon. Donc ça, il faut aussi aller les voir. Il y a des projets qui essaient réellement de répondre à ça. Au Maroc, par exemple, à Casablanca, il y a le projet Alpha, qui a essayé réellement d'équilibrer au maximum ces entités-là. Et là, tout le monde, bon, mais ça nécessite des investigations, des mesures, mais ça, c'est des choses très simples qui peuvent assurer un plus grand confort et avoir justement un espace moins énergivore. Et je vous remercie énormément. Vous avez été très rapide. Voilà. Avant de terminer, j'ai mis mon grain de sel dans la cocotte pour que votre repas soit un peu délicieux tout à l'heure, parce que les bus nous attendent un peu pour aller partir rapidement manger et revenir. Et les sessions vont commencer par une session postère et puis on va partir sur les ateliers. Pardon, mais je dis bien, en guise de conclusion, la ville ne peut en aucun cas être tramée avec une seule trame, la trame du bâti. Donc elle devrait être tramée avec 3 trames. La trame verte, la trame bleue et la trame du bâti. Une fois qu'on ne réussit pas le design de cette trame, on tombe dans une ville déséquilibrée. Et je dis bien, physiquement, les 3 trames qui font la ville, c'est la trame bleue, la trame verte et la trame du bâti. Et je vous remercie sur ça. Donc, pour une orientation, séance élevée, séance plénière levée. Donc, les 3 bis nous attendent pour aller un peu manger rapidement et revenir directement sur